Pardon, 18h, oui, c'est l'habitude. Désolée. Donc il est 18h. Nous allons donc démarrer la séance. Et je vais demander à Madame Mélanie Enron de procéder à l'appel. Bonsoir à tous. Pascal Lebon. Présente. Betty Boulogne. Présente. Clémence Simia a donné pouvoir à Christian Delacour. Hélène Bernard a donné pouvoir à Stéphanie Molmy jusqu'à son arrivée. Ouais, voilà. Guillaume Savéan a donné pouvoir à Betty Boulogne. Frédéric Boucaud. Yannick Théier a donné pouvoir à Annie Leporc. Gisèle Gaury. Christian Delacour. Présent. Jean-Claude Condette. Annie Leporc. Philippe Néra. Jacques Pernet. Corinne Muller. Valérie Rivet. Sophie Le Gagneur. A donné pouvoir à Frédéric Gérard, pardon. Christelle Cordier. Sylvain Demilly. Guillaume Hercouet. Frédéric Gérard. Stéphanie Molmy. Grégory Baudry. Stéphanie Lacroix. Nicolas Magnier. Valentin Fievé. Pierre Galby. Sylvie Bernardini. Raphaël Jules. Sandra Mille a donné pouvoir à Julietta Pinte. Ludovic Latry a donné pouvoir à Mathias Pascal. Julietta Pinte. Caroline Caron. Mathias Pascal. Nous allons donc commencer l'ordre du jour avec la détermination du nombre d'adjoints en modification de la délibération numéro 2026-1-2. Vu le Code général des collectivités territoriales, considérant la nécessité d'adapter l'organisation municipale, considérant que le nombre maximal d'adjoints autorisés n'est pas dépassé, je vous propose de modifier le nombre d'adjoints au maire, actuellement fixé à 8, afin de le porter à 9. Je vous demande de bien vouloir voter. Qui est pour? Oui? Pardon? Oui? Oui, bonjour, merci. Lors du conseil d'installation du 22 mars, vous avez présenté une organisation municipale structurée autour de 8 adjoints, bien que la délibération prévoyait la possibilité d'en mettre 9. Aujourd'hui, moins de 3 semaines plus tard, vous nous proposez de faire évoluer cette organisation pour la porter à 9 adjoints. Nous souhaitons simplement mieux comprendre cette évolution. Pourriez-vous nous préciser les éléments qui ont conduit à cet ajustement dans le délai relativement court? Il nous semble important, en début de mandat, de pouvoir disposer d'une organisation claire et lisible, tant pour les services municipaux que pour les habitants. Nous vous remercions pour les précisions que vous pourrez nous apporter. D'accord, c'est simplement parce que le temps de se structurer, nous avons estimé qu'on devait démarrer comme ça, et après on a jugé qu'il fallait en mettre 9, c'est tout. C'est un choix qui m'appartient, qui appartient à l'équipe, et il n'y a aucun motif de non-clarté. Au bout de 3 semaines, je pense que le travail a bien démarré et n'est pas handicapé par la nomination ou la non-nomination d'un adjoint. Voilà. Donc, on procède au vote à main levée. Qui est pour? Qui est contre? Abstention. Merci. Deuxième point. Donc, nous allons voter pour la création de ce poste d'adjoint au maire en modification de la délibération numéro 2026-1-3. Je vous propose d'élire Madame Valérie Rivet comme 9e adjointe au maire. Virginie va passer l'urne et à l'appel de votre nom, voudrait bien déposer dans l'urne le bulletin correspondant, le bulletin jaune clair. Les personnes qui ont... Oui? Pardon? Ça vient après? Là, on vote pour la nomination. Oui, mais écoutez, vous suivez. Pardon? Je vous dis que ça vient après. Ah bah écoutez, là, on vous propose la nomination d'un 9e adjoint. Et après, on vous donnera la délégation. Voilà, c'est comme ça. Donc Pascal Lebon. Betty Boulogne. Donc Guillaume Savéan a donné pouvoir à Betty Boulogne. Christian Delacour, qui vote également pour Clément Simia, qui a donné pouvoir à Christian Delacour. Pierre Galby. Annie Leporc. Yannick Théier a donné pouvoir à Annie Leporc.
Sylvain Demilly, Stéphanie Lacroix, Jean-Claude Condette, Gisèle Gaury, Hélène Bernard, Frédéric Boucaud, Nicolas Magnier, Corinne Muller, Guillaume Hercouette, Frédéric Gérard. Sophie Le Gagneur a donné pouvoir à Frédéric Gérard. Grégory Baudry, Stéphanie Molmy, Jacques Pernet, Christelle Cordier, Valentin Fievé, Valérie Rivet, Philippe Néra, Julietta Pinte, qui vote également pour Sandra Mille. Sylvie Bernardini, Mathias Pascal, qui vote également pour Ludovic Latry. Caroline Caron et Raphaël Jules. Est-ce qu'un membre de l'opposition souhaite procéder, surveiller le dépouillement? Monsieur Pascal. Et je précise, Pierre Galbi, qui est secrétaire de séance, va procéder au dépouillement. Et c'est parti. Betty Boulogne. 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 Blanc. 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 Betty Boulogne. Betty Boulogne. Un nombre de votants de 33, nombre de bulletins blancs à 7, nombre d'exprimés 33. La liste de Betty Boulogne est élue à 26 voix. Merci. Je vais maintenant appeler Madame Valérie Rivet pour lui remettre l'écharpe. Et là, je vais annoncer sa délégation, puisque la délégation est donnée à discrétion du maire. Donc, on vote pour un poste d'adjoint, mais on ne vote pas pour la délégation. Voilà.
l'ordre du jour. L'ordre du jour appelle maintenant à la création des commissions communales, donc la création et l'élection des membres. À l'occasion de son installation et conformément au Code général des collectivités territoriales, le Conseil municipal forme des commissions chargées d'étudier les questions soumises au Conseil, soit par l'administration, soit à l'initiative d'un de ses membres. Je vous propose la création des commissions communales suivantes, composées chacune de 10 membres. Finances subventions, enseignement, sport, animation, seniors, urbanisme, environnement, voirie, travaux. Elles seront présidées par moi-même et les membres seront élus à la proportionnelle. Au plus fort reste un bulletin secret. Nous voterons à main levée pour la création des 4 commissions. Ensuite, nous allons passer au vote pour la désignation des membres. Vous trouverez des bulletins de couleur représentant une liste de membres par commission et les représentant aux organismes extérieurs. Pour les commissions communales, il y a 8 sièges pour la majorité et 2 sièges pour la minorité. Pour les représentants aux organismes extérieurs, comme l'autorise le Code général des collectivités territoriales et notamment son article L 21-21-21, n'ayant pas d'autre candidature que celle proposée par la majorité municipale, les membres sont désignés sur un seul bulletin. À l'appel de votre nom, vous voudrez bien déposer dans les urnes un bulletin de chaque couleur. Pour rappel, les personnes ayant un pouvoir devront voter 2 fois. Monsieur Pierre Galby, secrétaire de séance, va procéder au dépouillement. Est-ce qu'un membre de l'opposition souhaite venir observer c'est monsieur, donc on vote à main levée. Il faut voter la création des commissions d'abord. Ah oui, pardon. Donc on vote d'abord la création des commissions. Qui est pour? Qui est contre? Je vous remercie. Donc là, on fait le... Donc on va vous inviter en fait à vous lever pour aller disposer dans les urnes avec un papier de couleur devant pour que vous ayez à voter qu'une seule fois pour l'ensemble des commissions. Pascal Lebon. Et tout un. Betty Boulogne qui votera également pour Guillaume Savéan. Christian Delacour qui votera également pour Clément Simian. Pierre Galby. Annie Leport qui votera également pour Yannick Théier. Sylvain Demilly. Stéphanie Lacroix. Jean-Claude Condette.
Gisèle Goury. Hélène Bernard. Frédéric Boucaud. Nicolas Magnier. Corinne Muller. Guillaume Hercouet. Frédéric Gérard, qui votera également pour Sophie Le Gagneur. Grégory Baudry. Stéphanie Molmy. Jacques Pernet. Christelle Cordier. Valentin Fievé. Valérie Rivet. Philippe Néra. Julietta Pinte, qui votera également pour Sandra Mille. Sylvie Bernardini. Mathias Pascal, qui votera également pour Ludovic Latry. Caroline Caron.
Raphaël Jules. À la commission urbanisme, environnement, voirie, travaux, Frédéric Boucaud. Frédéric Boucaud. Frédéric Boucaud. Raphaël Jules. Frédéric Boucaud. 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 Raphaël Jules. Raphaël Jules. Frédéric Boucaud. Raphaël Jules. Frédéric Boucaud. Frédéric Boucaud. Raphaël Jules. Raphaël Jules. Raphaël Jules. Frédéric Boucaud. 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 Donc, les membres de la commission urbanisme, environnement, voirie, travaux sont donc, je vais d'abord vous donner le nombre de votants. Nombre de votants 33, 33 exprimés, liste minoritaire 7, liste majoritaire 26. Je vous énumère les membres de cette commission. Frédéric Boucaud, Guillaume Savéan, Philippe Nera, Guillaume Hercouet, Sylvain Demilly, Corinne Muller, Valérie Rivet, Jean-Claude Condette, Raphaël Jules et Mathias Pascal. À la commission finances et subventions, Christian Delacour. 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 Christian Delacour.
Caroline Caron. Christian Delacour. Christian Delacour. Caroline Caron. Caroline Caron. Caroline Caron. Caroline Caron. Caroline Caron. Christian Delacour. 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 Caroline Caron. Christian Delacour. Christian Delacour. Sur les membres de la commission finances-subventions, 33 votants, 33 exprimés, liste minoritaire 7, liste majoritaire 26. Je vous énumère les membres, pardon. Christian Delacour, Betty Boulogne, Clément Simia, Guillaume Savéan, Frédéric Boucaud, Jacques Pernet, Stéphanie Lacroix, Christelle Cordier, Caroline Caron, Sandra Mille. Pour la commission enseignement, Gisèle Goury. Gisèle Goury. Gisèle Goury. Julietta Pinte. Julietta Pinte. Gisèle Goury. Gisèle Goury. Julietta Pinte. Gisèle Goury. 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 Julietta Pinte. Julietta Pinte. Julietta Pinte. Julietta Pinte. Gisèle Goury. Gisèle Goury. Gisèle Goury. Gisèle Goury. Pour la commission enseignement, nombre de votants 33, nombre d'exprimés 33, liste minoritaire 7, liste majoritaire 26. Les membres de la commission enseignement sont donc Gisèle Goury, Hélène Bernard, Christelle Cordier, Valentin Fievé, Annie Leporc, Stéphanie Molmy, Frédéric Gérard, Guillaume Hercouet, Julietta Pinte et Sylvie Bernardini. Pour la commission sport animation senior, Yannick Tellier. Yannick Tellier. Yannick Tellier. Yannick Tellier. Ludovic Latry. Ludovic Latry. Ludovic Latry. Ludovic Latry. Ludovic Latry. Ludovic Latry. Yannick Tellier. Ludovic Latry. Yannick Tellier. 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 Yannick Tellier.
Yannick Tellier. Yannick Tellier. Yannick Tellier. Yannick Tellier. Yannick Tellier. Membre de la commission sport-animation senior, 33 votants, 33 exprimés, liste minoritaire 7, liste majoritaire 26. Les membres sont donc Yannick Tellier, Jean-Claude Condette, Sophie Le Gagneur, Annie Leporc, Grégory Baudry, Nicolas Magnier, Pierre Galby, Frédéric Gérard, Ludovic Latry et Sandra Mime. La liste de Madame le maire. La liste de Madame le maire. Blanc. 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 La liste de Madame le maire. 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 Blanc. 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 La liste de Madame le maire. 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 Sur cette liste, nous avons donc 33 votants, 7 bulletins blancs, nombre d'exprimés 33, liste minoritaire 7, liste majoritaire 26. Pour les organismes extérieurs sont élus. Pour le comité syndical mixte Eden 62, Guillaume Ercouet comme délégué titulaire. Frédéric Boucaud et Jacques Pernet comme délégués suppléants. Pour le comité national d'action sociale pour le personnel des collectivités territoriales, le CNAS, Betty Boulogne. Pour le conseil d'établissement du collège Roger Salengro, Gisèle Gory. Pour le conseil d'établissement du lycée Giraud-Sagnier, Corinne Muller. Pour le collège électoral de la Fédération départementale d'énergie du Pas-de-Calais, Philippe Nérat. Nous allons procéder au 4e point avec la... Juste petite précision, la délégation de Madame Rivet, c'est vrai, j'ai oublié de la donner. Madame Rivet sera en charge du développement économique et des commerces. Désignation d'un représentant de la commune au sein de la SEM, prestation funéraire intercommunale du Boulonnais. La commune est actionnaire de la SEM PFI du Boulonnais. Il convient donc de désigner un représentant qui représentera la commune au sein des instances suivantes de la SEM. À l'Assemblée spéciale des collectivités territoriales actionnaires, disposant d'une participation réduite au capital et, s'il est élu comme président de l'Assemblée spéciale et représentant de ses actionnaires, au conseil d'administration et également à l'Assemblée générale des actionnaires. Je vous propose de désigner M. Christian Delacour. Il s'agit d'un vote à main levée. Qui est pour? Qui est contre? Personne? Pas d'abstention. Je vous remercie. Ensuite, je vais passer la parole à M. Delacour, du coup, pour le débat et le rapport d'orientation budgétaire. Je vous propose de l'écouter. Merci. C'est une belle transition hein, avec les PFI. Moi.
Après, Jean-Claude, ce soir. Alors, on va aborder le rapport d'orientation budgétaire et puis le débat d'orientation budgétaire. Alors, les deux sont très impliqués, vous le verrez dans le même document. C'est un exercice assez hybride parce qu'on va s'appuyer un peu sur l'exercice passé, c'est-à-dire l'année 2025, pour un peu se projeter sur l'année 2026. Ce que j'appellerais l'exercice N-1 et l'exercice en cours. Alors, vous avez le dossier, il fait une 30aine de pages. Ça commence par les obligations légales. C'est l'article 23.12 qui nous fait obligation de faire un débat d'orientation budgétaire 2 mois avant le budget primitif, qui arrivera d'ici 15 jours. Donc on est dans les temps. En ce qui concerne le rapport d'orientation budgétaire, c'est un état des engagements, des emprunts et des effectifs de la commune. On va commencer par un contexte général et financier. Bon, il y a le contexte macroéconomique. Alors vous verrez, il y a un petit dossier qui est très bien fait. On vous parle un petit peu de la situation économique générale. Je ne vais pas me lancer sur une analyse économique mondiale, puisque je ne sais pas ce que M. Trump va décider ce soir. Il y a des turpitudes vraiment qui sont imprévisibles. Tout ce qu'on peut en déduire, et j'irai droit au but, c'est qu'en France, notre croissance, la croissance française, se limitera à 1%. Et encore, on est assez optimiste. En ce qui concerne l'inflation, je pense que ça ne sera pas une surprise pour personne quand on voit le prix des carburants qui ne fait qu'augmenter. On va revenir à une inflation aux alentours de 2%. Il était espéré 1%, mais je pense qu'on ira au double. Mais ça, c'est pas moi qui le dis, je veux dire, c'est des analystes économiques, j'ai rien inventé. En ce qui concerne le déficit budgétaire, dont vous avez beaucoup entendu parler dans les débats nationaux, notre ministre tablait sur un déficit de 3%, qui est la théorie normalement demandée par l'Union européenne. La réalité sera tout autre, on y aura un déficit budgétaire aux alentours de 5%. Alors je précise que les pourcentages, c'est sur le PIB, le produit intérieur brut. Je n'irai pas plus loin, c'est des notions que vous connaissez plus ou moins, mais dont on entend parler tous les jours à la télévision. Je vais parler maintenant, en deuxième point, du contexte pour les finances locales. Ce qui nous intéresse un peu plus, ce sont les procédures qui concernent plus nos communes et les procédures. Alors, vous le voyez, c'est écrit en page 5, elles sont numérotées. Vous avez le système d'IDICO, qui n'est pas nouveau, il existait déjà, c'est pas un jeu de la Française des Jeux, c'était un système qui consistait à faire contribuer les communes à l'effort budgétaire. On parlait du déficit budgétaire, les communes devaient voir leur DGF raboter un petit peu. Bon, ça ne concernera pas les communes comme la nôtre, ça se concernera surtout les régions, les EPI, les EPCI, oui c'est ça, régions, départements, intercom. Donc nous, on y échappe. Saint-Martin n'est pas concerné par ce système. Maintenant, on va aborder la dotation de l'État, la dotation globale de fonctionnement. Il faut savoir qu'elle sera, à titre général, au niveau national, de 27,406 milliards d'euros, soit quasiment le même montant qu'en 2005. Vous voyez, c'est déjà pas très optimiste, on n'augmente pas. Vous le verrez tout à l'heure, je le détaillerai un peu plus, la dotation de solidarité urbaine dont nous bénéficions est en augmentation. Mais je m'étendrai un tout petit peu plus tout à l'heure sur les recettes de fonctionnement. On va continuer sur les procédures qui concernent les communautés, enfin les communes. Sur la page 6, on vous parle de la prime régalienne. Alors c'est une prime qui a été instaurée pour cette année, de manière à reconnaître la fonction régalienne du maire, et qui est une prime annuelle. Je le dis, c'est pas mensuel quand même. Une prime de 559 € qui sera attribuée à Monsieur le maire. On en reparlera après, parce que ça aura des conséquences après. Le fonds vert dont nous avons bénéficié ici pour les travaux de Brassens. Maintenant, on aborde la fiscalité, ce qu'on appelle surtout la fiscalité foncière. Sachez que les valeurs locatives seront augmentées de 0,8%. Alors là, je fais une petite précision parce que j'avais été interrogé pendant la campagne électorale. On me disait, mais comment ça se fait, vous augmentez? En fait, c'est l'État. L'État augmente, revalorise chaque année, en fonction de l'inflation, les valeurs locatives de nos résidences, de nos appartements. Ce n'est pas la commune, une fois de plus. Ce qui aura quand même un effet direct d'augmenter quand même les impôts locaux, ce qu'on appelle les impôts locaux. Maintenant, nous allons aborder certaines notions dont nous sommes concernés de très loin quand même.
L'exonération des nouvelles taxes locales. Il faut savoir que la commune peut exonérer certaines résidences secondaires, notamment dans des zones rurales, de manière à favoriser un peu le tourisme. C'est les chambres d'hôtes, des gîtes, des meublés. On n'est pas concerné non plus, je vous le dis. En termes de résidences secondaires, je crois qu'à Saint-Martin, on doit être aux alentours d'une vingtaine. Peut-être, enfin, j'estime. En ce qui concerne les modifications à titre dérogatoire de la règle du lien sur l'évolution de la THRS. Oui, alors tout ça, c'est des termes, c'est très très compliqué. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y avait des taxes sur les logements vacants. C'est écrit en gras, s'il faut le retenir. C'est la fusion de la taxe nationale des logements vacants, TLV, et de la taxe d'habitation sur les logements vacants, qui devient la taxe sur la vacance des locaux d'habitation. C'est beau, maintenant on parlera de TVLH. Bon, on n'est pas concerné non plus, comme je vous disais, on a très peu de résidences secondaires. Le dernier point, par contre, là on se le prend à plein visage, c'est l'augmentation des charges sociales, notamment le CNRACL. C'est la caisse de retraite des agents des collectivités locales. Bon, vous savez que nos agents sont des agents des collectivités locales. L'augmentation a été lissée sur 4 années, 3 points tous les ans. C'est-à-dire, vous voyez, c'est quand même assez considérable. Pour 2026, ce taux passera de 37,65%. Bon, ça, c'est pas parlant. Par contre, en valeur absolue, nous allons avoir une augmentation de 94 000 € sur l'année 2026 en termes de charges sociales. Je vous demande de passer à la page 8. Et là, c'est le troisième point. C'est la situation financière de la ville et les perspectives 2026. Je vous l'ai dit, on s'appuiera toujours sur le passé pour voir un peu où est-ce qu'on voit à l'avenir. La charge de la dette. Nous avons un capital restant à rembourser. On doit encore rembourser 3 281 731,46 centimes. L'annuité, c'est-à-dire ce qu'on rembourse à l'année. Le service de la dette, moi j'appelle ça, le capital plus l'intérêt, s'élèvera à 338 638,98 centimes. Alors vous avez un graphique intéressant. Je trouve que ça parle plus que ce que je peux vous dire. Vous voyez un graphique en barre, en couleur marron, c'est l'intérêt. Et vous voyez que la dette ne commencera à décroître sérieusement qu'en 2035. Ça veut dire que notre commune est quand même endettée jusqu'en 2034 à la même hauteur. Je dirais que jusqu'à la fin du mandat, en 2032, on sera au-dessus un service de la dette de 323 753 €. C'est-à-dire c'est la somme qu'il nous faudra rembourser tous les ans. En ce qui concerne la page 9, c'est la répartition intérêt et capital. Non, c'est caisse d'épargne et banque postale. C'est les organismes à qui on a emprunté, je pense. C'est ça. Et maintenant, je vous demande de regarder, c'est la section fonctionnement. Après, nous avons abordé l'endettement. Maintenant, voyons la section fonctionnement. Alors, on abordera à la fois les recettes et les dépenses. Et on fera une petite synthèse à la fin. En ce qui concerne les recettes, les produits fiscaux en 2025 ont augmenté de 3,74%. C'est du global. Surtout dû au droit de mutation à titre onéreux, ce que j'appellerais, vous verrez, le 2MTO. C'est ce qu'on appelait les droits de transaction, ce que vous payez chez le notaire quand vous vendez ou vous achetez une maison. Vous avez aussi un rattrapage intéressant qui a quand même boosté un petit peu cette recette fiscale. Ce sont un rattrapage sur les produits d'accise de l'électricité sur les années 2023 et 2024, qui a été quand même assez important. Enfin, vous avez les contributions indirectes. C'est ce que j'appelais, moi, la taxe foncière, qui s'élève... on a une augmentation de 1,84% pour s'élever à 8 786 943. On passe tout de suite au taux d'imposition proposé pour le vote en 2026. Vous voyez, là, on parle de 2026. Alors, nous ne ferons aucune augmentation de taux d'imposition sur les résidences bâties, le foncier bâti, non bâti et les résidences d'habitation sur les résidences secondaires. Vous avez les mêmes taux que l'année dernière. Donc, on s'inscrit en faux sur ce qui a été dit à une certaine époque. S'ils reviennent, ils vont augmenter les impôts. Non, donc c'est pas le cas. L'attribution, tout en bas de la page, après les taux d'imposition, vous avez l'attribution de compensation versée par l'EPCI. C'est la CAB, l'EPCI. On aura le même montant qu'en 2025. À savoir, je peux dire, c'est dans l'autre page. On n'a pas le montant en valeur absolue. Non, c'est juste en bas. J'ai été trop vite. C'est tout en bas, c'est-à-dire 1 899 256 €. Je veux aller trop vite.
Nous avons maintenant un deuxième produit, c'est le produit de la taxe locale sur la publicité extérieure, qui s'est porté à 229 358,93 €. Nous prévoyons, comme d'habitude, d'une recette minimale de 200 000 € en 2026. Ça, c'est assez stable. Vous avez ensuite les produits de l'ACCIS sur l'électricité, la TCCFE. Alors, on a eu cette année une rentrée en 2025 exceptionnelle. Je vous en ai parlé tout à l'heure. Il y avait une régularisation sur 2 exercices de 2023 et 2024, ce qui fait qu'on est monté à 375 286 €. Je vous passe les centimes. Cette augmentation s'explique par cette régularisation. En 2026, ce produit devrait se porter plutôt à 250 000 €. Vous voyez, c'est quand même beaucoup moins. On en reparlera de tout ça. Ensuite, vous avez là, ce que j'insiste beaucoup sur cette notion, parce que c'est important, le produit des taxes additionnelles sur les droits de mutation à titre onéreux, DMTO, j'en ai parlé tout à l'heure, qui a vu une augmentation de 8,56% par rapport à l'année précédente. C'est un rebond qui est constaté non seulement chez nous, mais au niveau national. Au niveau national, c'est plus 22%. C'est surprenant, mais vous voyez qu'il y a quand même encore des ventes de biens immobiliers. Il y a diverses raisons sociologiques là-dessus. Je ne m'en serais pas là. Est-ce qu'il y a des gens qui achètent plus de maisons, d'autres qui revendent par nécessité? J'en sais rien. Les prévisions 2026 appellent à la prudence d'un produit minimal de 300 000 €. On va redescendre quand même on va quand même être assez prudent. D'ailleurs, ça sera un peu la philosophie de mon discours, c'est soyons prudents. On ne connaît pas l'avenir. Alors vous avez un graphique, le graphique du chapitre 73, impôts et taxes, où vous voyez la ventilation. Alors je ne reviens pas sur les termes, si vous voulez, vous les avez sur la gauche. Et vous avez toute cette ventilation avec les montants en valeur absolue et la projection pour 2026, pour cette fois-ci. Voilà, je ne m'étends pas plus là-dessus. On passe aux dotations. Alors, je vous ai parlé tout à l'heure de la DSU. Sachez que la dotation globale de fonctionnement, DGF, se compose de 2 parties. La partie, la dotation forfaitaire et la dotation de péréquation, qui, elle, se divise en DSU, dont j'ai parlé tout à l'heure, dotation solidarité urbaine et de cohésion sociale. Et la deuxième partie, c'est la DNP, dotation nationale de péréquation. Alors, je trouve que c'est plus parlant, je vous l'ai dit tout à l'heure, que des longs discours. Ce que je dis est résumé dans le graphique en dessous. Vous voyez l'évolution de ces 3 composantes de la DGF tout en bas. On part de 2018 jusqu'à 2026. Et qu'est-ce qu'on remarque? C'est que la DNP, c'est la dotation nationale de péréquation, diminue, alors que la DSU, elle augmente, et que la dotation forfaitaire, elle diminue. Alors, pour 2026, on a eu les chiffres, ils sont tombés fort à propos pour le débat d'orientation budgétaire. On aura une DGS, à chaque fois je fais le lapsus, de 1 686 458 €. La commune va perdre, par rapport à 2025, 60 000 €. Vous voyez, je vous appelais à la prudence, et je ne saurais que le répéter. En page 12, vous avez l'évolution des 3 composantes de la DGF. Voilà, c'est parlant. De toute façon, on voit très bien l'évolution de la forfaitaire qui continue de sa décroissance. On va faire une petite synthèse de tout ça sur les recettes de fonctionnement. La recette réelle de fonctionnement progresse de 5,13%. À ça, il y a les explications que je vous ai données, la DMTO, les accès sur l'électricité, et il y a une petite entrée dont on n'a pas encore parlé, c'était le remboursement des indemnités journalières. Il y avait un retard sur le remboursement. Je ne sais pas si ça parle à tout le monde. Vous savez que on paye nos salariés, mais quand ils sont en arrêt maladie, c'est les caisses d'assurance qui nous remboursent après. Donc il y avait un retard au moins de 2 ans. C'est chaud, ça. Merci. En ce qui concerne le chapitre 70, les produits de services augmentent de 26,70%. Vous allez me dire, tiens, qu'est-ce qui se passe? Sachez qu'on a intégré le service, ce qu'on appelait l'OF3, pour faire un service junior. Alors, par senior. Mais les seniors sont des juniors qui sont meilleurs. Bon, je me suis rattrapé comme j'ai pu. Le service senior, ça induit forcément des recettes, puisque ces personnes payent leurs cotisations, ça induit aussi des frais. Alors, je vous rassure, c'est quand même un effet relativement nul. Vous avez des recettes d'un côté, des charges de l'autre, ça s'équilibre. Donc, mais ça se voit dans le budget. C'est pour ça qu'il y a des pourcentages d'augmentation.
Voilà, que vous dire encore la DGF reste stable quand même, hein, malgré les 60 000, c'est le chapitre 74. Vous verrez, il y a des numéros de chapitre. On en parlera tout à l'heure, parce qu'il y a un règlement à vous faire... et ça sera peut-être plus clair. On a peut-être dû commencer à l'envers, mais c'est pas grave. Vous avez un beau graphique, une fois de plus, comme je les aime, en page 13, où vous voyez les différentes composantes de l'évolution des recettes de gestion. Hein. J'aurais peut-être dû commencer par là, pour les non-initiés. Vous savez qu'il y a deux budgets, il y a le fonctionnement et l'investissement. Donc là, on est toujours dans le fonctionnement de tous les jours, hein, de la commune. Vous avez ce graphique qui s'arrête à 2025, dans la mesure où 2026, là, ça reste un peu des hypothèses. Hein, des hypothèses, bon, on a commencé à se lancer là-dessus, mais de là à avoir des chiffres précis, ce n'est pas encore le cas. Donc, pour 2026, il est donc probable de voir la totalité des recettes de fonctionnement en baisse, hein, pour les raisons que je vous expliquais tout à l'heure, hein, les rentrées exceptionnelles. Les dotations étant prévues en reflux, mais cette baisse peut être atténuée par les recettes des MTO qui semblent repartir à la hausse. Hein. Là, on est un peu dans des projections, des hypothèses. On va parler maintenant des dépenses de fonctionnement. Après, là, vous avez vu les recettes. Nous sommes maintenant aux dépenses de fonctionnement, dans le budget fonctionnement. Je suis un peu lourd, mais j'aime bien être pédagogue. C'est les premières... Après, ça deviendra plus clair pour tout le monde. Dépenses réelles de fonctionnement qui ont progressé de 3,65%. L'augmentation des dépenses induite par l'instauration au 1er janvier du service, et là, une fois de plus, du service senior, a généré des recettes. Je vous dis, c'est un effet miroir. Hein. Les charges à caractère général, hein, ce qu'on retrouve au chapitre 0011, le détail est en page 14. Et la page 14, vous l'avez derrière. Alors là, s'ensuit toute une ligne par ligne. Je ne vais pas vous égrener tous les comptes. Par contre, je vais quand même parler de certains postes. Hein, notamment, il y a un poste qui est intéressant à voir, c'est le poste des fournitures diverses, environnement et petit équipement, où il y a eu quand même, il faut le dire, des baisses importantes de dépenses. Hein. Je veux dire, on a fait des économies. Hein. La création de ce poste était vraiment, ça a été utile, et même très utile. Je vais passer aux charges de personnel, c'est tout en bas. Après, je vous laisse lire. Hein. Je peux les égrener, mais ça n'a pas vraiment d'intérêt, si ce n'est de vous brouiller un peu l'esprit, parce que des chiffres, il y en a beaucoup. On n'est encore qu'à la moitié. Les charges de personnel ont fortement augmenté, de 8,39%, principalement dans les différents domaines. Hein. Je ne ferai pas de commentaires là-dessus, suite à l'embauche et la titularisation de nouveaux personnels. Vous pouvez le voir. Allez, c'est détaillé. Ce qui augmente aussi, comme je vous l'avais dit au tout début de mon propos, c'est la cotisation pour les caisses de retraite. Hein. On a une augmentation de 15,47%, ce qui n'est pas rien. Autre charge de gestion courante, là ce sont les subventions attribuées aux associations. Il y a une petite baisse qui a été enregistrée de 1,8. Je pense qu'il y a des associations qui n'ont peut-être pas renouvelé leur demande. Là on est en train d'y travailler. C'est ça, hein. Cette année, sachez qu'on y travaille très sérieusement et on est en train de remettre à plat et surtout avoir des conditions d'attribution qui nous paraissent quand même claires et justes pour tout le monde. C'est fin de parenthèse. En ce qui concerne autre chapitre des charges, toujours dans autre charge de gestion courante, un chapitre 65, il y a aussi là-dessus les intérêts de la dette. Dans le fonctionnement, je vous le dis si vous ne le savez pas, les intérêts que l'on rembourse tous les ans font partie des dépenses de fonctionnement, alors que le remboursement du capital fait partie des dépenses d'investissement. Mais bon, ça c'est une technique comptable. Bon, attention pour 2026, parce que le taux de cotisation à la caisse de retraite va encore augmenter de 3 points, vous l'avez vu tout à l'heure, hein, puisqu'on lisse jusqu'en 2027. Et on estime la nouvelle augmentation à 94 000 €. En fin de page 15, vous avez l'évolution des charges de fonctionnement. En rouge, c'est le personnel. En bleu, c'est les charges à caractère général. Et vous avez les subventions aux associations en gris. On passe en page 16. Je ne sais pas si tout le monde suit. J'espère avoir perdu personne. Bon, ça va. Alors, vous avez un beau graphique, là, qui résume ce que je vous ai dit par numéro de chapitre. Hein. Là, je vous renvoie aux pages précédentes et vous pourrez mettre l'intitulé. L'évolution des charges de personnel sur les charges de fonctionnement, on voit aussi ce graphique un peu qui est en augmentation. Alors maintenant, nous abordons ce qu'on appelle la chaîne de l'épargne et de la capacité d'autofinancement.
On va en parler après avec le graphique. Ce qu'il y a à dire là-dedans, la capacité d'autofinancement net a progressé de 38,57%, ce qui paraît quand même... On arrive à une capacité d'autofinancement de 1 444 398,42%. Vous allez me dire, waouh, super. Ben non, vous vous réjouissez pas trop vite, parce que là-dessus, on retrouve les trois items dont je vous ai parlé, notamment le remboursement de l'assurance statutaire là, sur les indemnités journalières. Hein. Là, on a eu 174 000. C'est exceptionnel, ça. C'est un truc qu'on n'aura plus l'année prochaine. La régularisation sur les assises de l'électricité, sur l'électricité, hein, 166 433 €. Et des recettes de fonctionnement ne progressent que alors je me perds là, la recette de fonctionnement s'élève donc à 14 847 348 €. Ne progresse alors que de 2,77%. Voilà. Alors, on va passer au graphique. Là, ça sera beaucoup mieux que mon commentaire. Vous le verrez visuellement. C'est un graphique que moi, personnellement, j'ai toujours travaillé dessus parce que je trouve que c'est parlant. Vous avez résumé tout. Là, c'est le fonctionnement. Là, vous voyez ce grand graphique. Vous avez des rectangles sur votre gauche. On vous parle de recettes de fonctionnement. En dessous, vous avez des dépenses de fonctionnement. Donc, on prend les recettes et on retire les dépenses. On en dégage ce qu'on appelle, un petit peu en dessous, l'épargne de gestion, qu'on appelle aussi épargne brute. Quand je vous rappelle une fois de plus que les intérêts de l'emprunt sont la ligne 66 dans les dépenses réelles de fonctionnement. Je ne vais pas plus loin. Une fois que vous avez dégagé cette épargne brute, vous enlevez le remboursement de la dette en capital. Bien sûr, la dette, il faut rembourser le capital emprunté. Et là, vous avez ce qu'on appelle une épargne nette ou capacité d'autofinancement nette. Alors, vous le voyez. Là, moi, je suis clair, je suis honnête, je ne veux pas faire de mauvaise foi. 2025, en 2024, on était à 1 043 061. En 2025, on est à 1 445 398 €. Vous voyez bien sûr que ça a augmenté. Alors, je vous rappelle une fois de plus les trois raisons qui faussent un petit peu le calcul, la tendance, le remboursement des annuités, les accises sur l'électricité. Et voilà. Le niveau normal, si on enlève, corriger comme on disait avant pour la météo, corriger des variations saisonnières, le véritable niveau se situerait quand même à 1 million, 1 million 100. Je ne sais pas si vous me suivez là. En bas à droite, vous regardez les deux, la ligne en gras. La vérité se situera certainement à 1 million 100 000 € pour l'année à venir. Vous continuez, là, vous avez d'autres graphiques, des graphiques en courbe. Vous voyez l'évolution de l'épargne brute et de l'épargne nette, rouge et bleu. Alors le pic, je vous rappelle, je ne sais pas si certains étaient là l'année dernière, il y a eu la cession de la clinique Côte d'Opale qui a généré 1 million de recettes exceptionnelles. Là, on ne revend pas une clinique tous les ans, à moins qu'ils veuillent revendre encore une fois de plus la clinique. Ça nous serait peut-être intéressant au niveau de l'épargne, mais ce n'est pas le cas. On va passer maintenant à la page 20, et là, on rentre dans l'investissement. On en a fini pour le fonctionnement. Alors, l'investissement, la recette en investissement, c'est le fonds, le FCTVA. On ne paye pas la TVA. Quand on fait un investissement, même du fonctionnement, on paye la TVA sur notre trésorerie. Mais il y a un système, si vous voulez, de TVA déductible, pas comme en entreprise, on peut la déduire le mois suivant. Nous, c'est 2 ans après. C'est-à-dire qu'on récupère notre TVA, on la paye à 20% plein pot, et l'État, dans sa grande générosité, après moult calculs, nous fait un forfait et nous la restitue 2 ans après, mais au taux de 16,404%. Allez, on va dire 16,4%. Vous voyez, il y a quand même un différentiel. On supporte quand même une partie de la TVA. C'est ce qu'on appelle, ce système-là, c'est le fonds le FCTVA. Alors, que vous dire là-dessus Là, il n'y a pas grand-chose à dire là-dessus. Ça serait un peu comme... Dépenses de fonctionnement, non, vous les voyez, le graphique est plus parlant que moi d'ailleurs. On a un pic en 2024 de dépenses d'investissement hors dette. Là, je repasse. Là, on est aux dépenses. Le graphique en bas. J'ai pas fait de transition. J'étais dans les recettes et là, je passe dans les dépenses. Alors, je fais pas de commentaires. Je pense que le graphique est parlant.
Là, pour les années à venir, on est en train d'y travailler. C'est pour ça qu'on n'aurait pas de données. On peut pas vous. Moi, quand on est arrivé il y a 3 semaines, j'avais pas en poche un plan d'investissement ni un budget primitif. Donc tout ça, ça va venir. Le primitif, il arrive d'ici une quinzaine de jours. Voilà. Il s'inspirera fortement des projets que nous aurons à vous présenter. Les dépenses d'investissement sont sans doute. Voilà. Alors, une fois de plus, moi j'appellerai à la prudence. Les dépenses d'investissement seront sans doute ramenées aux alentours de 2,8 millions, tout en faisant attention à ce que les caisses ne nous entêtions pas trop. Je vous amène maintenant à la page 22. C'est le plan pluriannuel d'investissement. Alors, c'est des dépenses d'investissement récurrentes. Vous le voyez, le tableau est très très bien fait. Alors, il s'agit de ces dépenses avec les restes à réaliser, c'est-à-dire ce qui était engagé par l'équipe précédente. Ça, on est obligé de l'honorer. On peut pas, c'est normal. De toute façon, la commune s'est engagée, peu importe qui, mais on va honorer bien sûr nos dettes. Et on voit les investissements récurrents, ceux pour lesquels qui reviennent. Ensuite, vous avez une deuxième, les investissements réglementaires, ceux qui nous sont imposés, et enfin les investissements engagés. Ça, c'était les projets de la mandature précédente qu'il nous faut mener à terme, tout au moins. Vous avez les explications après investissement. Vous avez les travaux de voirie pluriannuelle qui s'élèveront à 350 000 €. Les travaux d'éclairage. La totalité de la commune est en passe d'être en éclairage LED. C'est une deuxième phase qui sera lissée sur 300 jusqu'en 2027 à la hauteur de 430 000 €. Il y a les effacements de réseau. Une participation de la ville sur ce réseau est cependant versée par la FDE. Oui, alors là, on paye une partie, la Fédération de l'énergie, je crois, nous en reverse une partie. Là aussi, on récupère pas tout. Vous avez le détail de certaines rues qui seront refaites. Autres travaux récurrents, là-dedans, il s'agit de gros investissements, les véhicules, gros outillages, mobilier, matériel informatique. Et il y a toujours une réserve aussi de 200 000 € destinée à couvrir des dépenses non prévues. Mais ça, c'est pas nouveau. Je pense que on avait fait aussi des exercices précédents. Il faut savoir quand même, il y a un truc intéressant, c'est que les assurances sont devenues de plus en plus exigeantes. C'est-à-dire que la moindre déclaration de sinistre, c'est 40 000 € de franchise. Vous voyez, pour votre pare-brise, c'est 200 €. Nous, c'est 40 000 € pour le moindre sinistre. On passe aux investissements engagés. Bon, là, c'était ce qui avait été engagé dans les années précédentes. La vidéoprotection, on continue. On a mis de côté, mandaté 35 000 €. L'aménagement du cimetière. Là, la reprise de 5 caveaux, 54 concessions, terre pleine et installation de 31 caveaux, 2 places et 12 cavernes. Alors là-dessus, on va surtout gérer l'existant. Alors vous savez qu'il y a eu des graves problèmes d'infiltration d'eau, et ça, ce problème-là, il faut absolument qu'on le résout avant de se lancer dans un nouveau projet de cimetière qui sera peut-être moins ambitieux que ce qui avait été plus ou moins pressenti. Nous, on sera peut-être un peu plus sur le pratique que sur la décoration. Enfin, troisième programme à vélo 3, dont on a parlé au dernier conseil. Oui, c'était bien ça. Une enveloppe de 120 000 €, toute taxe comprise, sera financée à la hauteur de 80% de l'ADEME. Voilà, j'en arrive presque à la fin de mon propos. Vous avez un graphique à la fin. On est parti sur une hypothèse assez basse. Je vous dis, une fois de plus, la prudence. Prudence, c'est mon leitmotiv. Vous voyez apparaître un beau graphique en barre. Sur la gauche, c'est les dépenses d'investissement qu'on a montées à estimer à 2 770 000 €. Et en face, vous avez forcément les recettes. Vous savez qu'un budget municipal est forcément équilibré. Vous retrouvez à 638 000 € l'épargne mètre de financement. Vous voyez qu'elle est assez basse, contrairement à ce que je vous disais tout à l'heure. Mais on part sur une hypothèse assez basse. Ça nous laissera des marges de manœuvre. Ensuite, on aura les cessions d'actifs. Et là, par contre, ça s'est réalisé. Il y a eu les cessions de la maison de la Carté, les terrains de l'inquiéterie et les rues de la Saint-Omer. Et les dotations, dont le FCTVA, la taxe locale d'équipement, tout ça, ça nous monte à 770 000 €. Et enfin, les subventions qui s'élèvent à 968 000 €. Voilà, j'ai terminé pour le débat d'orientation et le rapport. Je me tiens à votre disposition pour les questions.
Est-ce qu'il y a des questions? Madame Caron, vous avez la parole. Monsieur Delacour, bonsoir. Je souhaite remettre quelques faits quand même au centre de ce débat, car, quand même, c'est pas comme bon vous semble. Pendant toute votre campagne... Non, c'est une question, Madame Caron. Sur ce qu'on vient d'énumérer, ce n'est pas une intervention politique. Donc vous posez une question claire et précise, s'il vous plaît. Allez-y. On vous a le temps passé, on vous laissait parler aussi, vous exprimez comme vous vouliez. Monsieur Jules, je ne vous avais pas donné la parole. C'est tout à fait faux. De toute façon, je vous dis, ce n'est pas une intervention politique. Je vous demande de poser les questions que vous souhaitez, tout ce que vous souhaitez, sur ce qu'on vient de vous exposer. Et rien d'autre. C'est tout. Eh bien, écoutez, ma question va être où est passée la faillite prétendue que vous dénonciez hier pendant votre campagne en disant que la situation financière était catastrophique, qu'on avait une commune surendettée. Or, les chiffres que vous présentez aujourd'hui dans le DOB racontent toute une autre histoire. En tant qu'ancienne adjointe aux finances, je suis attachée à la sécurité budgétaire. Les chiffres ne sont ni de droite ni de gauche. Ils sont là et ils parlent d'eux-mêmes. Alors je vais vous répondre, je vous l'ai dit, ils sont pas, je veux dire, ils sont inquiétants. Et j'appelle à la prudence. Quand on a un endettement, vous l'avez vu sur le graphique page 8, on ne peut qu'être prudent parce que pour emprunter, pour faire d'autres projets, on est quand même un peu, on est plombé. Moi je vous le dis, avec votre emprunt à 3 millions. Alors je vous ai toujours dit, je vous ai jamais reproché d'avoir emprunté. Souvenez-vous, hein, Madame Caron, je vous ai toujours reproché de savoir ce que vous alliez en faire des 3 millions. Et je me demande, qu'est-ce que vous en avez fait? Voilà, c'est tout. Je comprends, mais la capacité de désendettement de la commune s'établit à 1,88 ans, soit 1 an et 10 mois. Et je le rappelle, un seuil d'alerte se situe aux alentours de 12 ans et nous sommes très très loin. Et c'est même une situation particulièrement saine. Donc ce ratio s'améliore aussi par rapport à l'année précédente, qui était avant à 2,45 ans. Donc ça signifie juste une chose simple, la commune, elle n'était pas du tout en difficulté, elle était simplement bien gérée. Mais au bout de 3 semaines, excuse-moi, Christian, au bout de 3 semaines, on ne peut pas encore juger de ce qu'on va trouver après. Donc pour l'instant, on vous expose ce que Monsieur Delacour vient de vous dire, et on verra par la suite. Là, pour l'instant, on est en train de parler de faits précis, et on débat sur quelque chose de précis. Mais la suite, on verra. Bien Donc, sûr, voilà. avec une dette qui diminue et son poids sur le budget aussi. Donc, je vous l'ai dit, votre dette, elle diminuera qu'en 2032, hein. On le voit bien en graphique quand même. La conséquence directe, c'est que ça renforcera notre capacité d'autofinancement et donc une capacité à investir. Attendez, on va revenir sur le graphique, c'est simple. Hein, c'est factuel, ça. Il n'y a pas de... La capacité d'autofinancement, vous l'avez diminué de 50% pendant votre mandature. On va avoir beaucoup de mal, nous, à la remonter, hein, je vous le dis tout de suite. Hein. Mais justement, les chiffres sont bons. Voilà, c'est tout. Oui, enfin, c'est votre interprétation, c'est pas la mienne. Merci. Madame Pat. Merci, bonsoir à tous. Merci Madame la maire de me donner la parole. En fait, moi je vais revenir sur quelque chose de plus précis. Dans un souci de bonne information, je souhaite revenir sur un point, page 14, au chapitre 011, compte 6042. Donc page 14. Vous indiquez une hausse de 42,61% que vous rattachez principalement à l'augmentation du tarif des repas de cantine par le département. Alors, en fait, on a regardé, cette augmentation tarifaire est de 10 centimes par repas au 1er janvier 2026. Si on reporte sur un pourcentage, ça fait environ 2%. Donc, dans ces conditions, est-ce que vous pouvez préciser l'origine exacte de cette hausse de 42,61% et détailler un petit peu plus le montant en euros qui correspond ? Et comme j'ai la parole, j'en profite. Je souhaite aussi quand même souligner l'engagement du département qui accueille nos écoliers à la cantine, du collège Roger Salengro et qui a absorbé la forte inflation durant les différentes périodes de crise qu'on a traversées. Et on a préservé le pouvoir d'achat des familles, alors même que le coût des repas, à un moment donné, il allait jusqu'à 11 euros. Il coûtait jusqu'à 11 euros au département. Donc aujourd'hui, la part du département sur un ticket de cantine, c'est de 4,65 € et c'est absorbé de la moitié du coût total est absorbé par le département. Donc voilà, je voulais juste savoir de où ça vient ces 42,61% d'augmentation, sachant qu'en fait la cantine elle a été augmentée que de 10 centimes. Alors, le département a augmenté ses prix de repas, ça, on est Ah d'accord. ouais, mais et nous, en fait, parce que là on est sur de l'année, excusez-moi, je ne veux pas vous couper la parole, c'est pas grave, mais là on est sur l'année 2025 et l'augmentation elle représente que 10 centimes.
Ça n'a pas été répercuté au niveau des usagers, enfin, je veux dire, des familles. Alors, on s'est pris, si vous voulez, le budget communal s'est pris l'augmentation. Alors, pour nous. alors, vous avez chiffré à 42,61%, mais moi je comprends pas parce que si on fait les calculs, la hausse du tarif qui fait 10 centimes, si on multiplie par le 366 jours, donc ça fait 36,60 €. Si on fait sur 180 jours d'école, en fait, ça revient à 6 588 € l'année d'augmentation, ce qui représente 7,69%. On a une explication là? Tu as la parole, Frédéric. Monsieur Boningue. Ah oui, parce qu'on a payé la compte. On a payé ce que le département avait augmenté. Oui, les chiffres ils sont présentés dans le rapport. Ça concerne l'année 2025. C'est l'évolution de 2024 par rapport à 2025. L'augmentation de 42,61%, ça s'explique parce qu'en 2025, le ticket de cantine vendu par le conseil départemental a augmenté d'1,20 €. Donc, et par contre, la revente aux particuliers, elle n'a pas bougé. Ça, on sait que la mairie a absorbé, c'était une volonté. Donc, Ça, voilà. Donc on est ça- sur c'est pour ça que 2025, on n'est pas sur 2026 là. C'est sur 2025. Oui, c'est un bilan de 2025. Et le gap s'explique comme ça. C'est parce que nous, la ville, a continué à vendre le ticket au même prix, tandis que le département, lui, l'a augmenté. C'est quelle est la commune qui a supporté la... Ok. Donc ça représente quand même 42%. On est passé de combien à combien le repas? Alors le nombre de repas, je pourrais pas vous dire. Non, pas le nombre de repas, mais avant 2025, il coûtait combien le repas? Alors on est passé de, si je me souviens bien, on était aux alentours de 3,60 € et on est passé à 4,80 € le repas. Ok, vendu par le on conseil. pourra juste avoir un petit détail de ça. Oui, peut-être bien sûr. Ok, Ouais. merci. Vous paraît constatez que c'est la commune qui a absorbé l'augmentation, Ça, c'est c'était tout. une Après, volonté. Non, mais sur c'est les le chiffres détail. qui sont surprenants. Bah, c'est les chiffres que vous avez vécus, hein, c'est pas. Limite, je veux dire, on cache rien, hein, on n'augmente pas. Je veux dire, on est parti sur du factuel. Hein. On n'a pas inventé ces chiffres-là. Hein. Ça a d'ailleurs été voté en conseil municipal. Hein. Oui, mais l'augmentation Il y n'est avait pas de 42,61. L'augmentation était très importante. Et c'est la commune qui a supporté l'augmentation qui avait été faite par le département. Et ça représente, à mon avis, une somme assez conséquente. Ok, Voilà. bon, avec l'information, ça sera peut-être. Vous un aurez peu mieux de l'information voir que vous le souhaitez. calcul. Voilà. Ok, merci. Merci. Oui, monsieur Jules. Oui, merci. Juste une petite remarque. Déjà sur le ticket de cantine, oui, on avait absorbé cette augmentation du ticket de cantine pour protéger les familles qui en avaient besoin, forcément. Et je pense que c'était de bonne loi à l'époque. Je me félicite que vous nous remerciez d'avoir créé le poste de gestionnaire de stock, parce qu'effectivement, ça nous a fait faire des économies substantielles. Hein, Monsieur Delacour l'a rappelé, c'est très très bien. Je voudrais revenir sur la page 14 aussi, sur le compte 6288, service extérieur, qui progresse de 330,18%. Et vous y mettez forcément le service senior en avant, mais je ne pense pas que le service senior ait augmenté de 330% son usage sur le budget de la commune. Il y a deux. Il y a à la fois la création du service senior et la commande de détection des réseaux EP. Hein. Donc il y a deux. Alors, est-ce que vous pouvez nous préciser le niveau du service senior par rapport à la commande du réseau en valeur EP? absolue, vous voulez dire en euros, quoi. Le pourcentage est en euros, si vous avez les deux, ce serait bien. Je les ai pas, moi je parle que globalement, je sais pas si on les a, mais. Vous pourrez nous transmettre rapidement les informations? Vous aurez les Mais de toute informations que façon, vous souhaitez. il n'y a pas de mystère. Vous prenez l'OS3 et on a repris, c'est pratiquement les mêmes charges. Hein. Et je souligne aussi que vous avez quand même noté dans le DOM, hein, page 15, hein, qu'il y a une baisse de 14,1% de l'endettement. Baisse de l'endettement, entre parenthèses, je vous remercie de l'avoir signalé quand même. Et moi, je me base sur les chiffres le factuel, hein, j'invente pas. Hein, Donc, le factuel, c'est que l'endettement baisse, je vous remercie. Je ne change pas de discours, je vous l'ai dit pendant 6 ans. Vous avez pris des choix qui n'étaient pas les nôtres et une tendance qui était quand même assez inquiétante. Elle l'est toujours. On aura du mal à redresser certaines choses. Merci. Est-ce qu'il y a encore des questions? Non? Je vous remercie. On va donc procéder au vote. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Je vais redonner la parole à Christian Delacour pour l'adoption du règlement budgétaire et financier.
Merci, Madame le maire. Bon, merci pour vos interventions, hein, ça éclaire quand même les choses. Et nous avons maintenant à vous soumettre le règlement budgétaire et financier. Là, je pense qu'il n'y aura pas vraiment de débat parce que ça s'impose par la loi. Vous savez qu'on est sous la nomenclature 57, la M57. Et ce document vous résume et vous donne, c'est un peu un lexique, hein, il vous donne des définitions de tous les actes du budget ainsi que les documents. Alors, je vous invite d'ailleurs à le conserver, hein, à tous, puisque ça pourra toujours nous servir. Hein. Chaque fois qu'on aura une réunion, vous aurez la définition de la chose, enfin de l'acte qu'on va adopter. Alors, je vais mettre simplement le doigt sur quelques points intéressants, notamment l'arrivée du CFU, hein, dont on a beaucoup parlé. Cette année, vous l'aurez cette année, le CFU, hein, pour ceux qui ne savent pas, c'est le compte financier unique. Alors, je ne vais pas rentrer non plus là-dessus. Pour ceux qui savent, comme Madame Caron, vous savez que l'année dernière, on avait encore le compte administratif et le compte de gestion, l'un tenu par le comptable public et l'autre tenu par la mairie. Ces deux comptes seront fusionnés, ça ressemblera de loin ou de près à ce qu'on appelle un bilan commercial dans les associations ou même dans les entreprises. On va maintenant vers une image beaucoup plus exacte de la commune, des biens de la commune, notamment de son patrimoine et de son activité financière. Et ça, on verra tout ça dans le CFU. Alors j'en ai pas encore vu, je suis très curieux, ça va arriver bientôt. Je m'initierai au CFU et j'aurai le plaisir de vous les décrire. Que vous dire encore là-dessus je suis en train de le parcourir en même temps que vous. Les actes de gestion, vous les connaissez en règle générale. Là, on vous rappelle ce qu'est une régie. On vous rappelle aussi comment marche la comptabilité publique, hein, les ordonnateurs et les mandataires. Il faut savoir que le véritable comptable d'une commune ou d'une collectivité, c'est le trésor public. Nous, on a un service comptabilité qui gère vraiment le quotidien, mais celui qui synthétise et qui tient les comptes, c'est le trésor public. Ça, il faut le savoir. Donc, ça, c'est pas nouveau, c'est vieux comme les finances publiques. Voilà, je ne sais pas si vous avez des questions. Moi, je ne veux pas trop vous embrouiller l'esprit. Pas de questions? Non? Donc, on va procéder au vote. Qui est pour? Ça, c'est... Ouais. Qui s'abstient? Personne contre, je vous remercie. Merci, monsieur Delacour. On va passer au point suivant. C'est la détermination des indemnités de fonction du maire, des adjoints et des conseillers municipaux délégués en application du Code général des collectivités territoriales. Donc on va avoir plusieurs votes puisque comme on a deux périodes. On a pour la période du 22 mars 2026 au 10 avril 2026 la détermination pour 8 adjoints et 17 conseillers municipaux délégués. Considérant que la population totale de la commune, issue du dernier recensement, est de 11 038 habitants, considérant que pour une commune de 11 038 habitants, le taux de l'indemnité de fonction du maire est fixé de droit à 67,60% et celle des adjoints à 28,60% de l'indice brut 1027 terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique, considérant ma volonté de bénéficier d'un taux inférieur à celui précité, environ moins 20%, considérant les possibilités de majoration des indemnités dans les communes qui, au cours de l'un au moins des 3 exercices précédents, ont bénéficié de la dotation de solidarité urbaine, communément dite DSU, et considérant que la commune de Saint-Martin-Boulogne a reçu au cours des exercices précédents la DSU, elle peut à ce titre appliquer le barème indemnitaire de la strate démographique immédiatement supérieure, soit commune d'entre 20 000 et 49 999 habitants. Il convient dans un premier temps de fixer le montant des indemnités de fonction dans le respect de l'enveloppe indemnitaire globale définie au 2 de l'article L2123-24, délibération 1. Dans un second temps, de se prononcer sur la majoration prévue à l'article L2123-23 pour ce qui concerne la commune de Saint-Martin-Boulogne, la majoration relative à la DSU. Ce sera la délibération numéro 2. Premier temps, au vu de ce qui précède, il convient de définir l'enveloppe globale dans le respect des textes en vigueur pour les communes dont la strate est comprise entre 10 000 et 20 000 19 999 habitants.
les taux vont donc être pour le maire 67,60, les adjoints 28,60, soit une enveloppe globale de 296,40% de l'indice brut 2027 de rémunération de la fonction publique. Considérant que je souhaite bénéficier d'une indemnité de fonction inférieure, délibération numéro 1, il est proposé au conseil municipal d'approuver la répartition des indemnités aux maires, adjoints et conseillers délégués comme suit. Taux proposé, le maire 50%, premier adjoint 22%, adjoint 7 adjoints, donc c'est la première délibération, pour 7 adjoints 16,8%, un conseiller délégué à 16,8% et 16 conseillers délégués à 5,60%. Ce qui nous fait un total utilisé de 296%. Dans un deuxième temps, considérant que la commune a reçu la DSU au cours des précédents exercices, il convient d'appliquer la dérogation prévue à cet effet, à savoir, selon la formule de calcul établie par la préfecture du Pas-de-Calais dans sa note de janvier 2026, taux maximum de la strate supérieur 20 000 à 39 999 habitants, le taux voté, c'est quoi ça? Ça veut dire rien dire ça. Si, c'est divisé. Ah oui. Taux maximal de la strate de 10 000 à 19 999 habitants. Donc on va déjà voter là, je pense. C'est ça. Donc on a donc un vote à main levée pour la première délibération qui concerne la période, je le rappelle, du 22 mars 2026 au 10 avril 2026. Oui, Madame Caron. Je souhaite intervenir sur la question des indemnités parce que leur présentation actuelle en pourcentage, je trouve que ça manque un petit peu de visibilité pour nos concitoyens. Pour celles et ceux qui nous écoutent ce soir, que ce soit ici ou via les réseaux, il me semble essentiel de traduire ces pourcentages en montants concrets, car derrière ces chiffres, il s'agit bien d'argent public. En euros, cela représente une augmentation de l'enveloppe globale d'environ 726 € par mois. Sur une année, cela équivaut à environ 8 700 € supplémentaires, et sur la durée d'un mandat, nous atteignons plus de 52 200 €. Ce n'est pas anodin à l'échelle de notre commune, c'est même une somme conséquente qui va peser dans le porte-monnaie des Saint-Martinois. Par ailleurs, nous constatons des écarts importants entre les indemnités, notamment pour la première adjointe Betty Boulogne et pour un conseiller délégué Jean-Claude Condette, dont les montants apparaissent particulièrement élevés. Il n'y a pourtant ni de petites ou de grandes fonctions. Nous nous interrogeons donc sur un manque d'équité. Cela soulève une question simple, sur quels critères ces niveaux d'indemnisation ont-ils été fixés ? Dans un contexte où chacun demande des efforts, où les finances publiques doivent être gérées avec rigueur, nous pensons qu'il est légitime d'exiger plus de transparence et de justification. Notre rôle en tant qu'élu d'opposition est aussi de poser ces questions au nom des habitants. Je vous remercie. Question à laquelle je vais répondre. Donc, il faut savoir que le montant de l'enveloppe globale a été augmenté, enfin revalorisé par l'État il y a combien de temps? Un an, c'est ça? Un an. Donc, on ne fait qu'appliquer l'enveloppe globale. Savoir que, pour faire simple, on a une enveloppe globale et on en fait après une répartition qu'on juge comme on a envie de le faire. En 2020, Monsieur Jules, pour parler de somme, Monsieur Jules était à 3 100 € bruts par mois. Aujourd'hui, cette somme, pour moi, elle descend à 2 400 € bruts, si je ne dis pas de bêtises. Et le complément, ben vous m'avez demandé des sommes, je vous réponds. Et le complément va directement sur les adjoints et les conseillers municipaux délégués, sans que cela ait une incidence majeure sur l'enveloppe totale, hormis l'augmentation que vous avez donnée et qui n'est que légale. Donc l'argent public, oui, nous y sommes très vigilants et nous faisons attention à ce que nous faisons. Les conseillers municipaux, les conseillers délégués ou les adjoints sont en droit de toucher une indemnité parce qu'ils sont très présents. Ils ont des tâches qui les obligent à s'absenter de leur travail. Et c'est une compensation tout à fait naturelle. Voilà, moi je vous demande de retenir que moi je me suis baissé mon indemnité, je ne me l'augmente pas à peine arrivée, contrairement à ce qui s'est passé en 2020. Donc voilà, donc je pense que c'est un faux débat et que votre questionnement est totalement disproportionné et dénué de fondement. Mais si vous voulez aller dans cette direction-là, il n'y a aucun souci. Allez-y. Monsieur Jules, vous voulez intervenir ? Non, c'est bon ? Ben, je vous remercie. Moi, je vous réponds. Et oui, c'est comme ça, c'est l'augmentation normale, comme tout. Par contre, il faut regarder ce qu'il y a dedans et l'usage qu'on en fait.
Je voudrais simplement ajouter qu'on aura un maire à temps complet, quoi. Hein, je veux dire, Aussi. Madame Lebon, elle est à 100% pour sa commune. Voilà. Donc, je vous demande de bien vouloir voter sur cette délibération. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Je suis là. Donc, délibération numéro 2. Donc, c'est la même chose, sauf que on prend en considération le fait qu'il y a un adjoint en plus. Hein. Non, la DSU, pardon, c'est la DSU. Excusez-moi. Hein. Même moi, j'y perds mon latin. Hein. C'est assez compliqué. Considérant que la commune a reçu la DSU au cours des précédents exercices, il convient d'appliquer la dérogation prévue à cet effet, à savoir selon la formule de calcul établie par la préfecture du Pas-de-Calais dans sa note de janvier 2026. Donc, nous avons de nouveau un tableau avec des pourcentages qui ne parlent pas beaucoup, mais je vous ai donné les sommes, donc maintenant ça parle. Donc, conformément à la circulaire du 21 février 2008 du ministère de l'Intérieur, qui précise que les modalités d'application de l'effet rétroactif des délibérations sur les indemnités seront rémunérées à compter de la date d'installation du conseil municipal, à savoir le 22 mars 2026. Les crédits nécessaires seront inscrits au budget. Je vous propose d'adopter la proposition de délibération numéro 2, le taux majoré, le principe de la rétroactivité de la présente délibération. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. À compter du 11 avril 2026, étant donné que nous avons désormais, vu la délibération prise au début de ce conseil municipal, 9 adjoints et 16 conseillers municipaux, avec les mêmes modalités qu'expliquées précédemment. Dans un premier temps, maire à 67,60%, adjoint à 28,60%, sur une enveloppe globale de 325% de l'indice brut 2027 de rémunération de la fonction publique. Considérant que je rappelle que je souhaite bénéficier d'une indemnité de fonction inférieure. Délibération numéro 1. Considérant ce qui précède, il est proposé au conseil municipal d'approuver la répartition des indemnités aux maires adjoints et conseillers délégués comme suit. Maire 50%, adjoint 25%, premier adjoint 25%, 8 adjoints à 18%, un conseiller délégué à 18% et 15 conseillers délégués à 5,80%. Soit une enveloppe totale utilisée de 324%. Je vous demande de bien vouloir voter. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Dans un deuxième temps, considérant que la commune a reçu la DSU au cours des précédents exercices, il convient d'appliquer la dérogation prévue à cet effet, à savoir délibération numéro 2, maire 90%, premier adjoint 33%, 8 adjoints à 33%, conseiller municipal délégué à 33% et 15 conseillers délégués, c'est pas ce taux-là, pardon, je me trompe, oui. Excusez-moi. C'est le taux, en fait, il faut prendre le taux B. Donc c'est maire 50%, c'est ça, c'est ce taux-là. Le premier adjoint 25%, 8 adjoints à 18%, un conseiller délégué à 18% et 15 conseillers municipaux délégués à 5,80%. Pardon? Oui, on peut préciser effectivement les taux de la strate, mais vous les avez sous les yeux. La présente délibération sera effective à compter du 11 avril 2026. Les crédits nécessaires seront inscrits au budget. Je vous demande d'adopter cette proposition de délibération numéro 2. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. La séance est ainsi terminée. Merci de votre attention.